Bonjour, je suis Chris Burns. Bienvenue. Dans The Network, nous nous connectons avec des experts pour aller au cœur d'un sujet d'actualité. Mais attention, nos invités ont 25 secondes maximum pour répondre ou gare à eux. Découvrons notre sujet du jour. La colère dans les urnes. Elle a désarçonné pas moins de 11 leaders européens depuis le début de la crise financière, notamment parce que les partis traditionnels à droite comme à gauche ont perdu du terrain face aux partis populistes des extrêmes. En France, l'extrême droite a joué le rôle de l'épine dans le pied de Nicolas Sarkozy, le forçant à tenir des discours beaucoup plus à droite pendant l'entre-deux-tours. La Grèce a toutes les peines du monde à créer un nouveau gouvernement en raison de l'opposition aux mesures d'austérité imposées par l'Union européenne, tout en sachant que son maintien dans la zone euro est en jeu. La Serbie a élu un président nationaliste et eurosceptique qui refuse de reconnaître l'indépendance du Kosovo. Les électeurs irlandais ont approuvé à 60% le traité européen de discipline budgétaire, un soulagement pour ces défenseurs qui craignaient le pire. Les partis traditionnels peuvent-ils contrer les aspirations populistes de tant d'électeurs? L'Europe se dirige-t-elle vers de plus en plus de divisions alors qu'elle a besoin plus que jamais de consensus? Connectez avec nous dans cette édition de The Network depuis Athènes, Aristides Hatsis, professeur de théorie juridique à l'université d'Athènes. Depuis Paris, Philippe Moreau-Defarge, spécialiste politique à l'Institut français des relations internationales. Et ici, en direct du Parlement européen, Bruxelles, Marco Incerti, chercheur et directeur des communications au Centre d'études des politiques européennes. Commençons par une question générale avec Aristides tout d'abord. Quelles menaces les partis populistes représentent-ils en Europe suite à ce vote de colère? L'Europe va-t-elle devenir ingouvernable? Avec quelles conséquences sur l'euro et sur l'Union européenne elle-même? En fait, Chris, l'Europe est sur un chemin très dangereux. J'ai peur qu'on soit sur un terrain glissant qui nous mène à l'autoritarisme, au protectionnisme et à encore plus d'inefficacité économique. Philippe, qu'en pensez-vous? Sommes-nous sur une mauvaise pente? Oui, nous avons un vrai problème, parce que la question cruciale dans l'Union aujourd'hui, c'est le chômage des jeunes. Si l'Union européenne n'arrive pas à résoudre cette difficulté, il est clair que beaucoup de jeunes voteront pour les partis populistes. C'est pour cela que c'est un vrai problème. Marco, tout cela semble très pessimiste, n'est-ce pas? Oui, et cela rend les choses très difficiles pour former des gouvernements au niveau national, à un moment où justement nous avons absolument besoin de dirigeants. Mais cela menuise également la confiance mutuelle entre les États membres et les citoyens de ces États, et c'est là l'un des piliers sur lesquels repose l'intégration européenne. Tout cela à un moment crucial où l'intégration européenne a besoin d'être consolidée. De plus en plus d'électeurs optent pourtant pour des partis eurosceptiques. Comment pouvons-nous les convaincre, Aristides? Les gens en Europe sont en état de choc pour les raisons que nous avons mentionnées, mais ils sont aussi, en particulier en Grèce, dans le déni. Selon moi, il y a deux solutions. La première est institutionnelle. Nous devrions avoir des institutions qui assurent la démocratie et la prospérité. Mais nous devrions aussi, et surtout, mettre l'accent sur l'éducation. Sur une meilleure éducation. Ok, Philippe, êtes-vous inquiet de l'aura que pourraient obtenir les partis populistes dans d'autres États membres? Cela veut-il dire que l'Union ne réussira pas à conclure un nouveau traité dont elle aurait pourtant besoin pour intégrer ses principes de gouvernement? Oui, vous avez raison, c'est très difficile. Nous aurions probablement besoin d'un nouveau Churchill, quelqu'un qui soit capable de convaincre la population. Ce qu'on peut dire, c'est que si l'Union européenne est détruite, il n'y a pas de futur en Europe. Marco, êtes-vous inquiet face à la recrudescence des votes pour les partis populistes dans d'autres pays d'Europe? Et dans quelle mesure cela menace-t-il les tentatives de trouver des solutions à la crise? Je suis très inquiet. Il ne s'agit pas seulement de résoudre la question de la crise financière, mais aussi celle de l'immigration. Un sujet brûlant en Grèce ou en France. Je pense malheureusement que c'est comme l'histoire de l'œuf et de la poule. C'est-à-dire que l'une des solutions serait d'en faire plus au niveau européen, mais pour y arriver, vous avez besoin de franchir des étapes institutionnelles audacieuses, ce que les dirigeants européens n'ont pas réussi à faire pour l'instant.
Est-ce que cela vient d'un déficit de démocratie, en particulier venant de Bruxelles? Je pense à tous ces partis populistes qui disent que Bruxelles dicte sa loi. Comment pouvons-nous résoudre ce fossé démocratique? Aristides. Vous savez, l'une des plus grandes réussites de notre civilisation, c'est l'héritage madisonien de ces deux principes, le principe démocratique et le principe libéral. Nous devrions mettre l'accent sur ces deux principes dans la structure de nos institutions européennes et ils pourraient ainsi donner plus de poids à la voix des citoyens dans le processus démocratique. Philippe, pensez-vous que soit venue l'heure d'élire un président européen au suffrage universel? Non, je ne crois pas. Il est clair qu'aujourd'hui le travail doit être fait au niveau national. Les gouvernements devraient être suffisamment courageux pour expliquer à leurs concitoyens que le monde a changé et que nous avons besoin d'une fédération européenne très forte. Mais certains dirigeants sont très ambivalents, en particulier en France, parce que d'un côté, ils veulent une Europe forte et de l'autre, ils ne veulent pas transférer leur pouvoir à l'Union européenne. Oui, c'est toujours un peu pareil, n'est-ce pas Marco? Et le Parlement européen, certains disent que les parlementaires n'ont pas assez de pouvoir et qu'ils sont souvent élus par des votes protestataires. Comment peut-on donner plus de pouvoir au Parlement européen? Je crois que le Parlement européen a obtenu de plus en plus de pouvoir à chaque... Oui, grâce au traité de Lisbonne, c'est vrai. Oui, mais pas seulement, également depuis 20 ans. En effet, il a besoin de plus de pouvoir, surtout s'il s'agit d'établir un système de gouvernance économique européen. Le Parlement devra avoir son mot à dire et des moyens de le contrôler. Aristides, on sent beaucoup de frustration en Grèce autour des mesures imposées par l'Europe. Quelle est la solution? En Europe, les gens croient qu'un vote pour le Parlement européen est un vote sans conséquence, quelque chose comme un vote libre. Donc il faut les convaincre que ce vote a de l'importance. Parce qu'aujourd'hui, suite au traité de Lisbonne, le Parlement européen a plus de pouvoir qu'il n'en a jamais eu. Philippe, vous semblez opposé à l'idée de donner plus de pouvoir au Parlement européen. Qu'en pensez-vous? Non, je crois que le Parlement européen devrait avoir plus de pouvoir. Le problème, c'est que le Parlement européen n'a pas le pouvoir essentiel qu'ont les parlements nationaux, le pouvoir fiscal. Et nous avons accru ses pouvoirs. Ok, donc a-t-il besoin de ce type de pouvoir? C'est cela qu'il faut? Oui, nous avons besoin d'une représentation populaire, à commencer par la taxation. Et tout ce qui est du ressort de l'imposition, c'est fixé au niveau national, par les gouvernements. Vous savez, ce Parlement n'est pas un vrai Parlement. Il a certes beaucoup de pouvoir, mais pas le plus important, le pouvoir fiscal. Ok, rejoignons Marco pour notre dernière question. Comment voyez-vous l'Union européenne et l'eurozone dans 10 ans? Elles seront plus grandes, plus petites, avec plus de pouvoir, plus de divisions, avec un bloc commercial? Je crois que la grande question est de savoir si l'Union européenne existera toujours. Je crois qu'on l'a déjà beaucoup dit, mais nous sommes dans l'un de ces moments où ça passe, où ça casse. Donc la grande question est de savoir quelles seront les réponses que les dirigeants vont apporter aux énormes problèmes qui sont actuellement sur la table. L'une de ces solutions sera sûrement de constituer une Europe à deux vitesses. Il y aura certainement un meilleur niveau d'intégration entre les États membres qui ont envie de progresser de leur côté. Aristides, voyez-vous la Grèce dans l'Union et dans l'eurozone dans 10 ans? Je suis assez optimiste en général, et je pense que la Grèce va rester dans l'Union européenne. Donc il est certain pour moi que nous allons faire de notre mieux pour rester dans une Union européenne qui sera certainement plus homogène et plus puissante. Philippe, vous avez le dernier mot. Quel est votre avis? Où l'Europe en sera-t-elle dans 10 ans? Si l'Europe survit, ce ne sera pas une Europe à deux vitesses. Nous avons besoin d'une grande Europe, parce que la géographie est un facteur clé. On ne peut pas oublier la géographie. Si nous avons une Europe à deux vitesses, nous devrons vivre avec ces pays qui sont en dehors de cette Europe forte. Et l'un des grands défis que nous n'avons pas mentionné, c'est la relation entre le Nord et le Sud, la Méditerranée. Nous devons établir une forte collaboration entre les deux. Ok, Philippe, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à nos invités, Aristides Atzis, Philippe Moreau-Defarge et Marco Incerti. Je suis Chris Burns. Je vous dis à bientôt. Merci de vous être connectés à The Network.